Alors, soyez les bienvenus à cette conférence intitulée EDF GDF 100% public. EDF GDF 100% public, cela fut vrai avant que la Commission européenne et les gouvernements successifs n'exigent la privatisation pour permettre l'ouverture à la concurrence. EDF GDF 100% public, c'est pour nous, à la France insoumise, un objectif pour notre souveraineté, pour garantir un service public de qualité et surtout pour engager la bifurcation écologique. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Neumayer, que vous pouvez effectivement applaudir très fort. Virginie est membre de la direction fédérale de la CGT Mines Énergie. Nous accueillons également Anne Debrejas, ingénieure chercheuse à EDF et porte-parole Sud Énergie, que l'on peut applaudir bien fort également. Et pour compléter le plateau, Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur national de la France insoumise. Alors, je vais me permettre de me présenter également et me présenter moi-même. Donc, je suis Zaya Hamdan, nouvelle conseillère régionale France Insoumise. Merci. Merci. Il y a du travail. Il y a du travail. Et dans les Hauts-de-France. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Adrien Quatennens, il y a un mois, sous la pression des oppositions syndicales et politiques, on apprenait l'abandon, ou plus exactement le report du projet Hercule, qui devait scinder EDF en plusieurs entités. Peux-tu nous résumer ce projet et les raisons de l'opposition de la France insoumise ? Merci Zaya, merci à toutes et tous. J'espère moi aussi que vous passez de bons amphis. Et comme je le disais au premier rang, que vous n'êtes pas trop fatigués parce que ce soir, il va falloir beaucoup d'énergie pour des concerts assez sportifs qui vont nécessiter que vous soyez en pleine forme. Alors je compte sur vous. J'espère bien. Alors, pour répondre à la question de Zaya, en effet, quand nous avions imaginé cette conférence intitulé EDF GDF 100% public, nous étions en pleine bataille, en pleine mobilisation contre le projet appelé initialement Hercule, qui avait changé de nom après que le gouvernement ait constaté une opposition et syndicale et parlementaire très forte à ce projet, et qui avait décidé, pour mieux nous dire que ce projet n'existait plus, de se contenter d'en changer le nom. Mais en réalité, le projet demeurait le même. Et ce projet faisait l'objet d'une négociation entre le gouvernement et la Commission européenne. Et en effet, le gouvernement a jugé, il y a de cela quelques semaines, presque un mois en effet, à l'entrée dans l'été, que les conditions n'étaient pas réunies pour que ce projet soit accompli incessamment sous peu. Mais jusqu'alors, on nous avait parlé, pourquoi pas, d'un projet de loi qui aurait pu être débattu à l'Assemblée nationale au cœur de l'été. On y a échappé de peu, mais en toute hypothèse, nous aurions été prêts. Alors, pour résumer la situation, je vais commencer par remonter un peu dans le temps et vous reparler d'EDF telle que l'entreprise a été pensée au démarrage. On est après-guerre, 1946, les fruits du Conseil national de la résistance, et sous l'impulsion du ministre communiste Marcel Paul, il est décidé, pour la reconstruction du pays, d'unifier l'ensemble du réseau électrique et de créer une grande entreprise publique, un monopole d'État, qui s'appellera EDF-GDF par la suite, et qui maîtrisait d'un bout à l'autre toute la chaîne de l'énergie, de la production jusqu'au point de consommation, en passant par tous les intermédiaires, et qui a permis à la France l'essor industriel qu'elle a connu, qui a permis une politique qui n'existe pas partout, mais qui est emblématique de choix français. C'est notamment la question de la péréquation tarifaire, qui était associée à cet idéal de service public, avec l'idée que peu importe où vous habitez, que ce soit au cœur de la ville ou au fin fond de la montagne, dans un endroit très reculé,
peu importe les moyens techniques qu'il faudrait déployer pour acheminer jusqu'à vous l'énergie, en toute hypothèse, où que vous vous trouviez, l'énergie coûterait le même prix. C'était donc un monopole d'État qui avait ses structures, et pour celles et ceux qui l'ont connu, on peut dire que ça fonctionnait, et que ça fonctionnait plutôt bien. Oui, mais voilà, ensuite sont passés par là celles et ceux qu'on connaît bien de la Commission européenne, qui ont choisi, comme ils l'ont appliqué à beaucoup d'autres secteurs, ce fut le cas notamment des télécoms, de bien d'autres secteurs industriels également, d'appliquer ce qu'il convient d'appeler purement et simplement une idéologie, l'idée selon laquelle il faut combattre les monopoles d'État et faire en sorte d'introduire coûte que coûte, quel que soit le secteur d'activité, de la fameuse concurrence libre et non faussée, en vertu des lois selon lesquelles la concurrence permettrait magiquement une amélioration du service et bien sûr, si l'usager, qui ensuite s'appellera non plus un usager mais un consommateur, un client, n'en est pas convaincu, eh bien l'en convaincre en disant que magiquement, évidemment, comme ça se vérifie toujours, la concurrence fait baisser les prix. La concurrence fait d'ailleurs tellement baisser les prix que depuis l'ouverture à la concurrence d'EDF et de GDF, les tarifs du gaz ont augmenté de 80%, qu'on vient d'apprendre il y a quelques jours une nouvelle augmentation du gaz de près de 10%, et que les tarifs de l'électricité, depuis l'ouverture des marchés, ont progressé de 60%. Donc première chose, l'information qui a été donnée aux usagers selon laquelle ils allaient bénéficier les premiers de l'ouverture à la concurrence est un mensonge éhonté. Et au contraire, et on aura l'occasion d'y revenir en détail, c'est notamment le fruit pourri de l'ouverture à la concurrence et de toutes ses conséquences qui fait qu'aujourd'hui nous connaissons régulièrement des augmentations tarifaires de l'ordre de celles que l'on connaît. Alors bien évidemment, quand la Commission européenne décide de s'attaquer à un monopole d'État, il faut qu'elle ait quelques complicités gouvernementales. C'est pourquoi il convient aussi de dire que les gouvernements successifs, étiquetés tantôt de droite, tantôt de gauche, ont largement contribué à accompagner la Commission européenne dans ce mouvement de privatisation et d'ouverture à la concurrence d'EDF, GDF. La première étape a consisté à transformer juridiquement l'entreprise pour en faire une société anonyme et à filialiser un maximum de ses activités, c'est-à-dire tout ce qui était intégré avant, à en quelque sorte le désintégrer avec des intermédiaires, et notamment à commencer par séparer la production des réseaux. C'est pourquoi vous avez commencé à voir d'autres entités vous envoyer des courriers qui parfois jusqu'à, dans un passé très récent, vous semblaient assez obscurs. Là où avant vous aviez uniquement EDF, GDF, vous avez connu ensuite EDF, puis GDF séparé, et puis vous avez connu aussi Enedis, qui est devenu, c'était avant ERDF, qui est devenu le gestionnaire de réseau, puis GRDF, etc., etc. Donc ils ont saucissonné l'entreprise en procédant aussi à beaucoup de désoptimisation, parce que bien évidemment, c'est des étages de plus, des étages administratifs de plus, et une déperdition en quelque sorte dans une fluidité où avant, quand vous décrochiez votre téléphone, au numéro unique que vous appeliez, il y avait toute la chaîne qui était maîtrisée. Ça, c'était une nécessité pour pouvoir ouvrir à la concurrence. Et notamment séparer les réseaux. On peut faire le parallèle avec les lignes de télécommunication, puisque vous savez que les lignes appartenaient très longtemps et appartiennent encore pour beaucoup à France Télécom. Et donc, c'est sur les rails de France Télécom que viennent se greffer les autres opérateurs. Bien, pour l'énergie, c'est pareil. On a séparé le distributeur des producteurs de telle sorte qu'ainsi, eh bien, les autres concurrents d'EDF puissent s'intégrer sur le marché en utilisant des infrastructures qui, avant, étaient exclusivement à l'usage de l'entreprise monopole public d'État. Oui, mais voilà, dans ce processus cumulatif et progressif d'ouverture à la concurrence, il y a eu quelques difficultés, et notamment l'une qu'on devine, c'est que quand vous êtes une entreprise, par exemple, mettons, vous, madame, vous décidez demain de créer une entreprise d'énergie pour bénéficier et faire du profit sur ce nouveau marché créé de l'énergie, vous avez quand même, vous tombez rapidement sur un os, c'est que vous n'avez pas les moyens de production qui ont été développés pendant des années par une politique publique. Quoi qu'on pense d'ailleurs des choix industriels qui ont été faits, on aura peut-être l'occasion d'y revenir après, mais en tout cas, vous avez une difficulté, c'est que vous n'avez pas les moyens de produire de l'énergie de manière aussi conséquente que vous allez pouvoir concurrencer un mastodonte comme EDF. Même si vous avez ça et là quelques moyens de production, tout le monde comprend que ces moyens de production ne font pas le poids à côté d'un producteur historique qui a notamment tout le parc nucléaire français et qui produit de l'énergie de manière extrêmement conséquente. Alors la Commission européenne, très inventive lorsqu'il s'agit d'ouvrir à la concurrence et d'imaginer des usines à gaz pour le faire, a dit c'est pas grave, on va créer un marché de l'énergie
Et dans ce marché de l'énergie, on va obliger, contraindre l'opérateur historique EDF à réserver une part de sa production à ses propres concurrents pour qu'avec sa propre production, il puisse venir lui faire concurrence. Alors certains parmi vous ne sont pas sans savoir qu'avant d'être élu parlementaire, je travaillais à EDF dans la branche commerce sur un plateau téléphonique où j'avais des clients entreprises au téléphone. Et une fois, j'ai eu un boulanger au téléphone qui avait lu un article de presse dans lequel on expliquait ce mécanisme d'usine à gaz. Et donc il me disait, mais en fait l'énergie que j'achète si je vais chez un fournisseur alternatif, il y a de fortes chances que ce soit en fait simplement de l'énergie produite par EDF, mais sur ma facture c'est un autre nom, ce sont d'autres commerciaux et d'autres salariés. Je dis oui évidemment. Il me dit mais alors j'ai pas bien compris, on m'a expliqué dans cet article que EDF en fait mettait à disposition, en tout cas revendait à prix quasiment coûtant, son énergie pour ses concurrents. J'ai dit oui tout à fait. En réalité c'est à peu près aussi absurde que si vous, boulanger, la Commission européenne voulait que dans votre rue il y ait absolument de la concurrence et que donc elle incitait des entrepreneurs à s'installer dans le local commercial vide en face de chez vous, à y écrire boulangerie sur la devanture, à n'avoir aucun moyen de produire du pain à l'intérieur, mais vous oblige au petit matin, avant d'aller vendre vos baguettes et vos viennoiseries, à vendre à un prix coûtant une part de vos baguettes et de vos viennoiseries à votre boulanger du coin, qui n'est pas boulanger, mais qui est simplement revendeur. C'est cela qu'ils ont fait. Et jusqu'à présent, c'est 25% de la production d'EDF qui était réservée à ses concurrents sur ce marché de l'énergie qu'ils ont imaginé. Et bien évidemment, ça ne satisfaisait pas encore la Commission européenne qui souhaitait aller plus loin. Alors le projet Hercule contre lequel nous nous sommes battus avait pour principal leitmotiv de permettre à terme que 100% de la production d'EDF soit mise à disposition de ses concurrents sur ce marché. Et pour ce faire, cette fois, il visait clairement à déconstruire l'entité intégrée EDF au point de séparer l'entreprise selon les types de production. Pour comprendre rapidement, parce que c'est technique et il y a d'autres intervenants qui sont encore plus calés que moi sur le sujet, mais à grands traits, ce qu'on peut dire, c'est que les activités les plus coûteuses, notamment le nucléaire, dont vous savez que désormais, pour pouvoir pérenniser nos centrales, si le choix politique est fait de le faire, ça va nécessiter énormément d'investissements car ces infrastructures n'ont pas été conçues pour durer pendant des siècles et des siècles. Donc ça va coûter énormément d'argent et en rapporter peu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'entreprise est en difficulté financière. Et donc cette entité aurait dû être publique, nationalisée. Autrement dit, ce qui coûte cher, ce sera pour la collectivité. En revanche, ce qui est lucratif et qui rapporte, par exemple les énergies renouvelables, ce sera dans une autre entité qu'ils avaient prévu d'appeler EDF Vert et qui, elle, sera bien évidemment ouverte aux capitaux privés. Voilà ce qu'ils étaient en train de négocier. Et au milieu de tout cela, un contentieux important entre la France et la Commission européenne, notamment sur la question des barrages hydroélectriques, sur lesquels, je sais, reviendront notamment les autres intervenants. Donc oui, nous avons mené une bataille, disons une pré-bataille parlementaire, pour dire que nous refusions ce projet, dont nous savions qu'il était en quelque sorte la cerise sur le gâteau pourri qu'ils nous ont cuisiné depuis des années, et qu'à l'inverse, nous souhaitions profiter de l'occasion de ce projet Hercule et de cette négociation entre la Commission européenne et le gouvernement, négociation d'ailleurs qui se fait comme bien souvent dans l'opacité la plus complète, sans qu'aucun des parlementaires et sans que la représentation nationale n'ait eu à en connaître. Nous avons sollicité des rendez-vous à Matignon, que nous avons obtenus pour essayer de gratter des informations. Les syndicats aussi ont eu droit à leurs rendez-vous. Mais tout ça se fait complètement en dehors du cadre démocratique. C'est une négociation à huis clos entre la Commission européenne et le gouvernement qui décide de ce qu'on va faire d'infrastructures ô combien nécessaires, Zaya l'a dit, pour notre souveraineté, mais aussi pour tous les défis que nous avons affrontés, au premier desquels, bien sûr, le changement climatique et la politique énergétique. Donc nous avons su nous rassembler politiquement et pour le dire franchement, à peu près tous les groupes parlementaires étaient opposés à ce projet Hercule, à l'exception du groupe majoritaire. Et c'est pourquoi, sous l'impulsion notamment de mon collègue et camarade Sébastien Jumel, député communiste, nous avons eu cette coalition et nous avons dit nous ferons front avec les syndicats contre ce projet Hercule. Et les syndicats, il faut le dire aussi, et il faut les saluer, ils méritent d'être applaudis, on peut le faire d'ailleurs. On menait une bataille avec de grandes mobilisations en interfédéral
La CGT, par exemple, a fait une grande tournée à travers le pays pour reparler de tout cela, pour refaire le bilan de ces 20 dernières années. Et il y a eu de grandes mobilisations. Et quand le gouvernement a vu qu'il avait et le front syndical et le front politique et que le contexte de l'actualité se prêtait pas trop à une nouvelle pouille avant la présidentielle, ils ont décidé de reporter le projet Hercule à plus tard. Mais évidemment, il va sans dire que comme beaucoup d'autres choses, ils n'ont pas l'intention de renoncer et que ça va sans dire. La réélection de tel ou tel, Emmanuel Macron ou l'un de ses interchangeables qui proposera dans tous les cas d'appliquer avec plus ou moins de zèle les directives de la Commission européenne s'empresseront dès qu'ils le pourront de remettre sur la table ce projet. J'insiste bien et j'achève cette première intervention en disant qu'à travers la bataille contre le projet Hercule, il ne faut pas s'en contenter. Bien sûr, il faut refuser cette nouvelle étape dans le processus de déconstruction de ce dont nous avions toutes les raisons d'être fiers et ce qui nous sera utile à l'avenir. Mais qui plus est, c'est l'occasion historique et rêvée de faire le bilan de tout ce qui a été fait. Nous ne refusons pas uniquement le projet Hercule. Nous disons que nous refusons le projet Hercule et qu'à cette occasion, nous voulons avoir un grand débat qui remette en cause tout ce qu'ils nous ont fait, y compris à nous les usagers, en matière de services publics, pour reconstruire un véritable monopole public d'État qui, de nouveau, maîtrise la chaîne de production d'un bout à l'autre et nous permettent de faire ce qu'il y a lieu de faire, notamment, on y reviendra, de planifier. Alors, avec cette intervention, Adrien, nous comprenons mieux l'opposition de la France insoumise, effectivement, à ce projet Hercule, et en tout cas de la privatisation d'EDF, GDF. Virginie Neumayer, à la tête de l'intersyndicale, la CGT a été le fer de lance de l'opposition au projet Hercule. Aujourd'hui, on dit que le projet abandonné ou repoussé. À quoi faut-il s'attendre désormais ? Oui, je vais essayer de parler le... Bon, voilà. C'est bon, peut-être comme ça. Et je vais essayer de parler le plus distinctement et lentement, avec mon accent, excusez-moi. Ça, je ne peux pas l'occulter. Donc, à l'annonce de la suspension du projet, d'abord, par voie de presse, ça en dit long quand même sur le mépris qu'ont à la fois le gouvernement et notre direction vers les représentants des salariés et vers les salariés, a fortiori. Nous avons appelé donc les salariés à la plus grande vigilance et à rester mobilisés. Car suspension, ce n'est pas abandon. Et nous n'attendrons pas. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il ne faut surtout pas attendre que les élections présidentielles se passent en croisant les doigts et que nos adversaires passent le chemin d'Hercule. Bien au contraire, on est fort d'une première victoire. Et c'est à l'appui donc, de cette première bataille qu'on va engager l'avenir du service public. C'est le moment, on est à la croisée des chemins aujourd'hui sur ces sujets-là. Tu as fait état aussi de l'augmentation du gaz qui est absolument catastrophique aujourd'hui pour les plus fragiles d'entre nous, de nos concitoyens. 13 millions de précaires énergétiques en France, c'est la triste réalité. Et donc, si le projet prend du recul côté face, côté gouvernement, moi je vais revenir un peu sur ce qui se passe en interne dans l'entreprise. Tu as beaucoup décrit la désoptimisation des directions, mais en interne, c'est moins 6500 emplois qui ont été supprimés en moins de 5 ans à EDF. Et comment assurer nos missions de service public, qu'elles soient auprès de la relation des usagers, comme tu viens de décrire, la direction commerce, et quelques collègues sont aussi dans la salle pour en témoigner. C'est extrêmement exigeant de répondre aux usagers qui sont complètement aujourd'hui perdus dans cette sinistre concurrence. Penser l'avenir, comme à la recherche et développement, c'est aussi ça. Il faut engager la recherche pour que demain, les générations futures puissent bénéficier d'une énergie qui va être aussi indispensable pour le développement humain. Donc, la direction n'a pas chômé et nous appelons à une nouvelle feuille de route pour EDF. Oui, la direction d'EDF a été désavouée, mais ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui renverser la table, afficher un nouveau cap, qu'il soit industriel, avec les ruptures technologiques qui sont encore devant nous pour permettre justement à avoir accès à cette électricité la plus acceptable dans le pays, avec des normes environnementales aussi. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aussi, dans la période, et c'est ça notre rentrée sociale,
apprécier la portée de ce que nous avons su faire dans ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est quand même un contexte quand même inédit autour de la crise sanitaire et je tiens vraiment à saluer d'abord les salariés qui se sont mobilisés. Alors ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années que nous avons alerté sur cette question-là. Ils ont répondu présent en nombre et cette mobilisation s'est inscrite dans la durée. Il n'y a pas eu un grand soir, mais il y a eu beaucoup d'initiatives dans tout le pays, dans nos centres de production, comme dans nos centres aussi de distribution, mais aussi devant l'Assemblée nationale et aussi devant Bercy. Nous étions ensemble là, le 8 avril pour les 75 ans de la nationalisation. Mais je tiens aussi à saluer ce qu'on a su faire au-delà de la démarche intersyndicale inédite avec l'ensemble des syndicats, avec les élus de la représentation nationale dont tu fais partie, mais aussi les élus territoriaux avec qui nous avons travaillé. On a engagé au travers du comité central d'entreprise EDF une campagne de communication autour des territoires engagés pour une énergie publique. Car ce sont aussi les élus territoriaux qui sont confrontés, parce qu'ils sont en responsabilité sur le réseau de distribution, à ces questions-là de gestion du maintien de réseau et la privatisation donc, du réseau au travers d'Enedis était un des points forts du gouvernement au travers de son projet Hercule. Car ce qui intéresse les spéculateurs privés, ce sont avant tout des rentrées d'argent à court terme et garanties par l'État. Et effectivement, les réseaux, dans ce cadre-là, étaient une belle corbeille pour la mariée. D'autre part, je tiens aussi à souligner que les concitoyens, les usagers ont aussi répondu présent. On a recueilli près de 110 000 signatures. C'est autant de signatures, mais c'est autant d'informations qui ont pu être démultipliées autour d'eux, autour de ce projet destructeur pour EDF, mais aussi GDF. Et ces arguments, ces supports, à mon avis, ont été compris. Et c'est aussi pour ça que nous avons gagné cette première bataille. Bon. Pour autant, le retrait, c'était qu'un préalable d'Hercule. Et j'en viens à ta question. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, il va falloir être extrêmement attentif. Car l'affaiblissement d'EDF, il est avant tout voulu de longue date. Tu as fait état de la Commission européenne, mais c'est avant tout nos adversaires, plus largement, qui ont eu cette volonté-là de détruire EDF, qui représentait un ovni pour eux dans le ciel de Bruxelles. Imaginez une entreprise publique qui a fait la démonstration de son utilité depuis 75 ans, c'était à abattre. Enfin, en termes même d'efficacité, on était bien au-delà, c'était l'idéal à abattre. Donc, et tout ça, bien sûr, sous couvert de la sacro-sainte concurrence de Bruxelles. Donc, pour la CGT, donc la libéralisation du secteur, ce que nous appelons l'ouverture du marché, ça a couvert avant tout une vaste opération du pillage du service public. Je pense que d'autres intervenants reviendront sur la question de la dette, mais tout converge aujourd'hui à affaiblir EDF dans sa capacité à se développer pour l'avenir et à GDF aussi. On voit d'ailleurs, c'est plus GDF, malheureusement, Engie, j'ai encore du mal à le dire, pour la question du gaz. Donc, nous exigeons, et même au sein de l'intersyndicale, le bilan de cette déréglementation sur les 20 dernières années. Et que, au-delà de la représentation nationale, que ce débat-là soit mis entre les mains de nos concitoyens et que fasse aussi l'objet d'une discussion beaucoup plus large que celle des simples représentants syndicaux que nous sommes. C'est un vrai enjeu demain pour structurer notre pays, redresser la situation aussi économique et sortir de cette crise sanitaire et environnementale. Voilà. Alors, Virginie vient de l'aborder quelque peu, mais Anne de Brega, l'une des justifications du gouvernement en faveur du projet Hercule est la situation financière. Quelle autre solution ? Oui, ce qui a été mis en avant pour faire un pas de plus dans le pillage du service public qui a été très bien décrit, c'est EDF est en situation financière difficile, c'est-à-dire qu'EDF est endetté à hauteur de 42 milliards
Et donc, à ce titre-là, il faudrait continuer le pillage. Alors, d'abord, revenons sur l'endettement d'EDF. C'est vrai, 42 milliards, c'est beaucoup, mais EDF, à d'autres époques, notamment quand il a lancé le programme nucléaire, était même plus endetté que ça, et ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tarif réglementé qui permettait de garantir que sur la durée, la longue durée, eh bien, ces investissements allaient être remboursés. Le problème, c'est que maintenant, EDF est une société anonyme de droit privé et donc on essaye de lui appliquer des critères d'entreprise privée. Donc on entend parler sans arrêt de retour de cash flow positif et puis de ratio d'endettement, exactement comme une entreprise qui vendrait du pain, pour reprendre ta comparaison, ou autre chose, ce qui est complètement absurde. Quand on a une entreprise qui investit sur des décennies, enfin on parle de 60 ans pour le nucléaire, mais même c'est au-delà de 30 ans pour les énergies renouvelables, on ne se fixe pas sur ces critères-là, on regarde ce qu'il faut faire, quels sont les besoins, et ensuite quels tarifs mettre en place pour arriver à financer ces investissements. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, EDF a les moyens de faire les investissements qui sont nécessaires à la transition énergétique ? Et c'est une question majeure parce que l'enjeu est vraiment crucial. Maintenant, plus personne ne remet en cause la crise climatique et l'urgence avec laquelle il faut réagir face à cette crise climatique. Dans tous les scénarios, on sait que il va falloir non seulement évidemment diminuer la consommation d'énergie de manière très forte, on parle de diminuer de moitié, mais aussi se passer de toutes les énergies carbonées, c'est-à-dire du pétrole, du gaz, du charbon, alors il y en a moins en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce qui représente 50% de la production. Donc il va falloir complètement transformer le parc, peut-être aussi sortir du nucléaire. Bon, il y a des options avec et sans, mais dans tous les cas il va falloir réduire la part du nucléaire. Ça veut dire qu'il va falloir transformer les réseaux. Enfin, on parle d'investissements urgents de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards par an. Et qu'est-ce qu'on fait ? On reste l'arme au pied depuis maintenant 3 ans à des négociations sans fin pour savoir comment essayer de réparer un système qui est devenu complètement irréparable. Et on perd du temps alors que face à ça, on sait qu'il faut agir vite. Donc vraiment, la situation est pour nous tous dramatique. Et effectivement, le problème n'est pas de se focaliser sur Hercule, mais de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Comment on remet sur pied un service public capable de répondre aux énormes enjeux qu'on a devant nous ? Alors, et puis il faut revenir maintenant sur pourquoi EDF est en difficulté financière, parce que c'est directement lié en fait à l'organisation qui a été mise en place suite aux directives européennes, à cette ouverture des marchés. Adrien t'en a parlé, EDF est obligé de vendre un quart de sa production, c'est même en dessous du prix, en dessous du coût de production, puisque les fournisseurs, donc maintenant on a le choix entre une cinquantaine de fournisseurs qui vont de certains pétroliers, comme les plus grands concurrents, c'est Total, Engie qui fait du gaz, mais maintenant aussi de l'électricité, Eni, alors on a aussi, on peut avoir Cdiscount par exemple, ou Leclerc qui font, ou Équateur par exemple, un fournisseur dont le PDG se vante de ne pas être plus énergéticien qu'Amazon n'est libraire. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a mis en place dans le paysage. Et pour permettre à ces gens-là de vivre, on leur propose d'acheter soit l'électricité à prix coûtant, qui a été évaluée en 2011 à 42 € du mégawattheure et jamais réévaluée, soit quand les prix de marché, parce que maintenant on a un prix de marché de l'électricité, sont plus bas, eh bien, ils peuvent s'approvisionner à ce prix de marché plus bas, donc en dessous du coût de production. Et ça, c'est arrivé régulièrement. Donc on est passé en dessous de 30 € du mégawattheure. Donc évidemment, ça creuse les caisses d'EDF. Donc ça, c'est une première raison qui est liée à cette absurdité du système qu'on a mis en place. La deuxième raison, c'est aussi les aventures internationales d'EDF, parce que EDF, en lien avec l'ouverture des marchés, a voulu être une entreprise internationale comme les autres. Et donc, on a des objectifs de faire la moitié du chiffre d'affaires à l'international. Alors, s'occuper des autres pays, c'est très bien. Je pense qu'il y a un enjeu énorme à faire en sorte, notamment que les pays en développement ne passent pas par la case charbon pour accéder à l'énergie. Mais là, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est des opérations financières. EDF essaye de faire des coûts financiers. Bilan des courses, des milliards de pertes, parce qu'on en a encore eu un exemple dernièrement. Constellation, il a été acheté une entreprise aux États-Unis, l'a revendue avec quelques milliards de pertes au passage. Donc c'est très documenté, notamment par exemple par Martine Orange dans Mediapart ou par d'autres. Ça a vraiment creusé là à nouveau les caisses d'EDF pour rien, complètement en dehors du service public. Et puis le troisième volet qui explique un peu ces difficultés, c'est les difficultés de l'EPR de Flamanville. C'était 3 milliards au début, maintenant on en est à 12 milliards plus 7 milliards ce qu'on appelle d'intérêts intercalaires, c'est-à-dire de frais financiers simplement parce qu'on a pris du retard.
12 ans de retard, c'est-à-dire la période qu'il a fallu pour construire 54 réacteurs à une autre époque. Et pourquoi ça? À nouveau, pour nous, c'est très en lien avec la dérive de cette entreprise publique qui veut être une entreprise comme les autres, avec des niveaux de sous-traitance de 5-7 niveaux, avec, je crois qu'il y a 600 sous-traitants, 25 nationalités, avec la technique qui est dévalorisée par rapport à des gestionnaires qu'on place à un endroit puis à un autre, avec une culture du secret où quand on découvre des problèmes, eh bien, il vaut mieux les planquer plutôt que les mettre sur la table, et donc on prend du retard. Enfin, on est en train de démanteler. Alors, évidemment, tous les collectifs de travail sont mécaniquement cassés pour être une entreprise comme les autres, et on voit le brillant résultat que ça a. Donc oui, il y a des difficultés à EDF. D'abord, il ne faut pas les surestimer, mais surtout, il faut voir d'où elles vont, d'où elles viennent. Et il y a une solution, et à mon avis, c'est la seule. Quand on gère un bien de première nécessité, comme l'électricité, qui en plus nécessite des investissements de très long terme, il faut sortir du marché cette électricité, et il faut que ces investissements soient garantis par un tarif sur le long terme, réglementé, qui d'une part donne l'accès à chacun aux biens, dans un souci d'égalité et puis dans un souci d'accès réel à l'énergie, et puis d'autre part qui garantissent un retour sur ces investissements. Un service de qualité, une réglementation du tarif, ça sera éventuellement la solution que tu proposes, Anna. Adrien, en quoi l'objectif d'un EDF-GDF 100% public correspond au projet de la France Insoumise et au programme porté par Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022? Merci Zaya. Bon, d'abord, vous l'aurez compris, avec ces 3 premières interventions, et d'ailleurs vous n'aviez sans doute pas besoin de ces 3 interventions pour le comprendre, mais la question de ce que l'on fait d'EDF est à la croisée des chemins de beaucoup d'enjeux, et essentiellement 2, 3. 1, notre souveraineté. 2, évidemment la question du prix pour l'usager, parce que quand on voit ce que représentent sur la facture les augmentations tarifaires que nous avons eu à connaître ces dernières années, il faut s'imaginer ce que c'est là par exemple, l'augmentation à la rentrée du gaz de 10% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Dans le budget d'un ménage, c'est énorme. Et je vous ai dit donc, depuis l'ouverture des marchés, plus 60% pour l'électricité, plus 80% pour le gaz. Donc il y a un premier enjeu qui est assurer l'accès à l'énergie à des coûts qui soient acceptables. Et vous savez par exemple qu'à la France Insoumise, dans le plan d'éradication de la pauvreté, outre les questions de répartition des richesses et de partage des richesses auxquelles nous voulons procéder par la fiscalité et tout le reste, il y a également l'idée de la gratuité ou d'une tarification progressive pour les biens de première nécessité. Prenez l'exemple de notre proposition sur les premiers mètres cubes d'eau, nous les proposons gratuits pour tous. On pourrait imaginer que dans l'énergie, ce soit tout autant. C'est-à-dire que la part qui est absolument indispensable à la vie soit gratuite pour tous. J'ai bien dit pour tous, ça veut dire pour celui qui a peu de moyens comme pour celui qui les a. Et pour la flotte, par exemple, on avait imaginé cette idée. Tout le monde dit oui, quand vous parlez de gratuité, en quelque sorte, rien n'est gratuit. Oui, on sait, rien n'est gratuit. Comment vous financez? Par une tarification progressive. Sur l'eau, on avait dit, par exemple, philosophiquement, tout le monde peut comprendre que l'eau qui sert à boire, qui est donc indispensable à la vie, qui sert à se laver, qui sert aux tâches ménagères quotidiennes d'une famille, est indispensable et donc qu'elle puisse être gratuite. On n'empêchera personne de laver sa bagnole, d'arroser son jardin ou de remplir sa piscine, mais on peut comprendre que l'eau qui sert à laver sa bagnole, remplir sa piscine ou arroser son jardin coûte plus cher que l'eau qui sert à boire, à se laver ou aux tâches ménagères. Donc le premier enjeu s'agissant de l'énergie, et c'est valable pour EDF, GDF, c'est assurer l'accès à l'énergie à des coûts qui soient raisonnables pour des ménages. Ça va évidemment de pair parce que Anne vient de parler des investissements colossaux qu'il va falloir faire. Et je viens après sur la question de la planification écologique. Mais évidemment, c'est comme pour l'alimentation. Quand nous disons que nous voulons augmenter les salaires, nous savons ce que cela produit. Vous augmentez le salaire de gens qui ont des petites payes, la première des choses qu'ils vont faire, c'est pas aller boursicoter ou épargner, c'est consommer et souvent même
avoir accès à une meilleure consommation. Ça va de pair avec également la question énergétique, celle de la planification écologique. Il est à peu près évident que si vous touchez davantage pour votre alimentation, vous allez peut-être vous tourner vers une alimentation de meilleure qualité. Qui dit alimentation de meilleure qualité dit une alimentation qui souvent coûte plus cher parce qu'elle est produite avec plus de travail humain, qui a besoin d'être rémunérée correctement et qui ne l'est pas aujourd'hui, etc., etc. Premier enjeu donc, le coût. Après notre souveraineté. Et ensuite, évidemment, la question de la planification écologique. Nous savons que désormais, le défi climatique, nous devons le relever, et à force de le dire et de le répéter, on voit que les années passent et qu'on ne fait pas grand-chose. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion que j'ai eue récemment avec un scientifique du climat. On parlait du discours politique en période électorale sur la question de l'écologie et celui qu'on portait à la France insoumise. Et on faisait avec lui le diagnostic qui consistait à dire en 2017, votre discours sur l'écologie était beaucoup tourné sur l'idée qu'en gros, pour résumer à grands traits, on va se retrousser les manches, on va affronter le défi climatique par la planification et on va en quelque sorte régler le problème. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans ces amphis, c'est plus exactement le même discours qu'on peut porter. C'est dire oui, on va se retrousser les manches, oui, on va planifier, oui, on va bifurquer, on va organiser cette bifurcation, mais on va devoir aussi être contraint d'admettre qu'il y a une part du défi qui est déjà perdue. Et qu'il y a donc une part d'irréversible dans le changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences qu'on ne pourra pas annuler, qui sont maintenant prévues par les scientifiques. Et quand on parle de préparer le pays à la part d'irréversible, c'est organiser concrètement les services, l'État, le territoire, pour faire en sorte que le pays soit prêt à affronter des conséquences irréversibles. Nous allons connaître de plus en plus des étés très chauds, des fortes sécheresses, tantôt des inondations, des incendies. Nous allons connaître des catastrophes climatiques, elles sont inéluctables, et plutôt que de faire chacun pour soi, nous voulons nous y préparer. Je me suis un peu écarté d'EDF, j'y reviens tout de suite. Pour faire la planification écologique, qui revêt à la fois la transition du modèle agricole, à la fois la transition des transports et évidemment la transition énergétique, nous avons absolument besoin que l'État, qui est en charge de cette planification, en lien bien sûr avec tous les échelons, et notamment au premier desquels les communes de notre point de vue, que l'État ait les leviers en main. Et pour cela, nous avons besoin qu'une entreprise comme EDF revienne intégralement sous giron public comme elle l'était avant, pour que la politique énergétique puisse être véritablement impulsée par une logique d'objectifs politiques et non plus simplement par les logiques de marché ou d'objectifs d'extension à l'international, comme vient très bien de le décrire Anne. Donc oui, c'est la raison pour laquelle, depuis des années, et avant même l'existence de la France insoumise, dans une vie antérieure, déjà, Jean-Luc Mélenchon défendait l'idée d'un EDF-GDF 100% public. Bien évidemment, vous l'avez compris, à chaque fois, nous avons le même adversaire en face de nous. Outre bien sûr les gouvernements qui, pleins de zèle, appliquent ces directives, nous avons une Commission européenne qui déteste absolument les monopoles d'État, qui est pour elle l'ennemi à abattre, et qui, autant dire, déteste absolument cet idéal français et l'héritage du Conseil national de la résistance. Donc c'est toujours la même logique. Si nous avons un mandat populaire pour le faire, et autant être très clair avant que ça ne se passe, nous appliquerons le programme coûte que la Commission européenne soit contente ou pas. Parce que c'est au peuple français, au peuple et à lui seul, qui est le seul souverain en République, de décider de quelle trajectoire on se donne pour la politique énergétique. Et pour le faire, nous avons besoin en effet que EDF-GDF repasse intégralement sous giron de l'État. Outre ça, et pour en avoir été témoin de l'intérieur, il y a clairement cette idée que si on réintègre tout et qu'on remet un peu d'ordre, on va gagner inéluctablement en efficacité. Franchement, il faut voir le millefeuille que ça devient quand vous organisez la déstructuration de tout un modèle intégré, que vous y ajoutez des échelons et des concurrents. Et encore, je n'ai pas parlé du caractère absolument déloyal avec lequel se fait la concurrence. Nous avons bien décrit le dispositif qui permet aux concurrents de venir se sourcer en énergie sur le marché avec la production d'EDF, mais il faut voir aussi les pratiques commerciales. Combien d'entre vous dans cette salle, mais non, il y a trop de vent, sous ce chapiteau, n'ont pas eu à connaître du démarchage commercial agressif de la part de concurrents d'EDF, voire même souvent de gens qui sonnent à la porte se faisant passer pour EDF pour vous faire signer quelque chose, et en fait vous signez un contrat pour passer ailleurs avec toutes sortes de frais qui vous sont ensuite imputés. Donc c'est pour tout ça, en quelque sorte, revenir à EDF, GDF 100% public,
c'est remettre de l'ordre dans une pagaille indescriptible qu'ils ont construit uniquement par pure idéologie. Et souvent, ils nous disent à nous que nous sommes les idéologues de service. Mais soyons tranquillisés. On peut leur dire à eux, les idéologues, c'est vous. Parce que vous avez appliqué à tous les secteurs, quel que soit ce que l'on vend, des télécoms, de l'énergie, du rail, des poires ou des bananes, ou des saxophones, peu importe, terminé, pas de public, du privé et de la concurrence. Avec cette idée absurde que magiquement, ça allait baisser les prix. Bien évidemment, en plus de la lutte politique, parlementaire, en plus de la lutte syndicale qu'il faut saluer, très franchement, le plus qui est systématiquement apporté à toute mobilisation, c'est lorsque directement les usagers se mobilisent. C'est pourquoi à chaque fois, quand il y a les grèves à la SNCF, chacun comprend que ce n'est pas simplement les cheminots qui défendent leur modèle à eux, mais ils défendent un certain modèle pour leurs usagers aussi. Ce serait donc bien intéressant que certains usagers, qui parfois sont les premiers à crier contre la grève, se rappellent de pourquoi on l'a fait. Au passage, peut-être on pourrait rappeler... Parfois, je me dis, quand on entend le grève bashing qu'il y a en permanence dans les médias, il faudrait rappeler quand même que parmi ceux qui s'y adonnent toujours avec grand cœur, tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, pour ceux qui en ont la chance, est ravi de pouvoir remplir le coffre de la voiture une fois par an quand ça arrive en famille pour partir en vacances. Les congés payés, comme tout le reste, n'ont pas été offerts. Ils ont été arrachés de haute lutte par la grève. Alors moi, je propose que ceux qui sont systématiquement contre la grève y réfléchissent, voire ne partent plus en congés payés, ou en tout cas qu'ils y réfléchissent un petit peu. Donc pour résumer, oui, pour toutes ces raisons, et notamment pour pouvoir engager notre plan de bifurcation écologique par la planification, nous ne pourrons le faire qu'à la condition qu'EDF, GDF reviennent à 100% sous giron public. Et c'est pourquoi, évidemment, nous soutenons les syndicats dans leur bataille qui profitent de cette actualité d'Hercule pour ne pas s'en contenter, mais bien remettre en cause tout le modèle. Et en quelque sorte, même s'il ne faut pas le dire trop souvent, il y a des moments où on peut se dire sur certains modèles, oui, là en l'occurrence c'est clair, c'était mieux avant et ça fonctionnait. Donc oui, il y a toutes les raisons d'y revenir pour des objectifs qui sont éminemment nouveaux et modernes. Concernant les usagers et plus particulièrement les salariés, Virginie Neumayer, la CGT porte depuis longtemps la revendication d'un EDF-GDF 100% public. Quel est l'écho de cette revendication auprès des salariés de l'entreprise? Est-ce possible? Comment faire? J'aurais envie de dire que possible, tout dépendra de nous et c'est avant tout indispensable pour ne pas subir de nouvelles régressions sociales, hein, donc c'est une nécessité. Moi, je voulais revenir notamment sur quelques exemples qui me semblent éclairants. Pourquoi un service public nationalisé ? En 1999, les plus jeunes d'entre nous n'étaient peut-être pas encore là, il y a eu une tempête dans le pays. Donc le réseau a été très impacté, notamment dans le sud-ouest. Et ce réseau, parce que l'électricité, c'est indispensable, y compris pour pouvoir vivre dignement, mais vivre tout court, hein, il a fallu donc le relever. Et on avait une régie, qui existe toujours d'ailleurs, à Bordeaux, qui n'a pas su, elle n'avait pas les capacités en fait, industrielles pour pouvoir répondre à ce défi dans des délais assez courts. Donc on a fait appel à EDF et aussi au GDF aussi, on a appel au service commun d'EDF-GDF pour pouvoir, en quelques jours, quelques semaines, pouvoir accéder, y compris dans les zones les plus reculées, et pouvoir mettre l'électricité. Et ça rappelait une autre période où effectivement la 4L arrivait dans les villages, que je n'ai pas connue par contre celle-là, mais on me l'a déjà raconté, et puis j'ai pu aussi un peu instruire la question. Et l'électricité, c'était quelque chose de magique, mais ça changeait la vie radicalement, c'est les usages, et ça a permis d'énormes progrès sociaux. Donc oui à ce service public, mais oui à une nationalisation nouvelle de ces services publics, dans les conditions actuelles, pour se projeter dans l'avenir, non pas dans le passé, mais le passé quand même a fait preuve d'une certaine efficacité, et c'est toujours un point d'appui pour engager l'avenir. Mais il faut aussi que cette nationalisation nouvelle, EDF 100% public, soit pas qu'une propriété capitalistique. Je m'explique. Ça ne suffit pas de dire on met EDF, le capital d'EDF, 100% public. Il faut aussi associer EDF à une maîtrise publique du secteur. Puisque Anne le décrivait tout à l'heure,
la dette d'EDF a été creusée, pour un tiers aux aventures à l'étranger, pour un tiers à la reine, mais aussi pour un tiers aux dividendes versés par l'État qui s'est simplement considéré comme un actionnaire, qui s'est gavé et qui n'a jamais engagé de vision stratégique pour l'entreprise et pour le service public. Donc c'est cette maîtrise publique aussi qu'il faut associer à ce retour à cette nouvelle nationalisation. Alors la nationalisation en tant que telle, on l'estime, puisque on a pu dans la dernière période avoir quelques idées d'estimation à 3 à 4 milliards, c'est-à-dire le capital d'EDF passe à 3 à 4 milliards, mais c'est qu'une première étape. Il faut aussi qu'on structure l'ensemble des filières, donc énergétiques, la filière électricité, la filière gaz, mais aussi celle de l'efficacité énergétique, qui est aussi indispensable pour répondre, par exemple, à l'isolation des logements au travers de ce qu'on appelle les EPIC. Alors, les EPIC, établissements publics à caractère d'intérêt d'industriel, j'ai oublié déjà le C, alors que je connais que ça. Merci, je crois que... Merci Guy, je t'ai reconnu. Donc cette démarche vers un service public nouveau nécessite une construction permanente, que ce soit donc avec les usagers, les élus, notamment territoriaux, ils ont un rôle central, mais aussi les salariés. Et les salariés, ils ont un rôle particulier. Ils doivent exercer leur contrôle social de meilleure façon, parce qu'ils font des propositions au quotidien dans les entreprises, que ce soit pour les conditions de travail ou même pour s'opposer à des projets destructeurs. On a parlé beaucoup d'Hercule, mais il y en a eu d'autres avant Hercule qui ont été catastrophiques aujourd'hui pour l'entreprise. Donc il faut renforcer aussi ce contrôle social. Et une fois que on est dans cette dynamique, cette démarche dynamique, je pense que ces questions de valeur de service public reviendront et reprendront dans les débats que nous avons quand même un peu abandonnés. C'est quoi les valeurs du service public? C'est de pouvoir faire bénéficier à chacun de nous, quels que soient ses moyens, du même accès, que ce soit à l'eau, à l'énergie, que ce soit à la santé. Ce sont ça les valeurs du service public. Et il faut revenir, me semble-t-il, à quelques fondamentaux et sortir de cette libéralisation qui a quand même complexifié et parfois même à nous faire oublier les quelques repères qui nous semblent à la fois simples mais qui sont essentiels. Voilà ce que je voulais dire sur comment y parvenir. On a d'autres propositions sur notamment, par exemple, tu revenais sur les questions de fiscalité et de taxes. Oui, c'est essentiel. Nous proposons aussi, pour lutter contre la précarité énergétique, que les quelques premiers mégawatts, quelques kilowattheures soient gratuits avec une tarification progressive. Nous proposons aussi, dans ce cadre-là, de pouvoir aider les plus précaires et stopper aussi les coupures à l'électricité. Là, on va rentrer dans la période hivernale. C'est un crève-cœur de voir des usagers, des familles entières coupées en élec ou en gaz dans des périodes très compliquées. Donc, ce sont ces enjeux-là, associés aussi aux enjeux de souveraineté énergétique, puisque la crise sanitaire nous a éclairé aussi sur le fait qu'il fallait relocaliser des productions essentielles, que ce soit pour le matériel médical. On a vu que le manque de masques, de matériel médical a vraiment handicapé nos collègues de la santé pour pouvoir lutter contre la pandémie. Et donc, qui dit relocaliser les productions essentielles, qui dit aussi avoir un accès à l'électricité plus important, puisque ce sont aussi les usines qu'on va relocaliser, ce sont autant aussi de transports, de production manufacturière qui sont faites à l'autre bout du monde, qui vont être aussi économisés. Donc voilà, c'est les quelques éléments-là qui sont mis bien sûr en débat, parce que ça dépasse le cadre, j'allais dire, propre des salariés de l'entreprise que nous vous proposons. Bon, j'ai quelques documents que je pourrais laisser sur la table avant la fin du débat, mais c'est une construction, je le disais, dynamique et permanente, ces questions de service public, et surtout, il ne faut jamais rien concéder face à nos adversaires. Merci. Anne de Bréjas, vous alertez spécialement sur la question de la recherche à EDF. En mai dernier, vous co-signez une tribune dans le journal Le Monde avec notamment Jean-Luc Mélenchon et Thomas Piketty, appelant à la construction d'un véritable service public de l'énergie sous contrôle citoyen. De quoi s'agit-il ?
Effectivement, alors un mot sur la recherche. Moi, je travaille au centre de recherche depuis maintenant longtemps, et on était 2700 quand la directive européenne d'ouverture des marchés a été mise en application. Aujourd'hui, on est 1850. Et tous les ans, on nous annonce des coupes budgétaires. Alors, Virginie a dit, effectivement, ces coupes concernent tout le monde. Elles concernent encore plus la recherche et développement, parce que, comme vous l'imaginez, c'est du long terme, et que le long terme, ça se prête mal au marché. Et alors que Macron annonçait le plan de relance en juillet de l'année dernière, qui devait être tourné en particulier sur la transition énergétique, notre PDG annonçait un énième plan d'austérité avec à nouveau des baisses d'effectifs. Donc, c'est vraiment, on ne s'en sortira pas comme ça. Alors du coup, alors qu'en plus on est dans une phase où il y a une révolution énergétique à faire, et donc on s'imagine bien qu'il y a des besoins gigantesques en recherche. Et par exemple, sur l'efficacité énergétique, on nous dit, écoutez, ça sera arrêté parce que c'est pas rentable. Voilà, donc pour baisser la consommation, ça va être pratique. Sur la sociologie, pour s'adapter aux nouveaux usages, écoutez, on baisse, parce que voilà, on pourrait multiplier des exemples. Donc oui, alors pour revenir sur la tribune, on a en mai dernier publié une tribune dans Le Monde à laquelle s'est associé Jean-Luc Mélenchon, mais plus généralement tous les députés européens de la France insoumise. On a fait signer un spectre assez large politique, notamment chez les Verts, il y avait Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Pierre Laroutourou, des sénateurs PS. Bon, on n'est pas arrivé à voir des gens à droite, mais on continue à y travailler. Donc, il y avait aussi des économistes. Alors, autour de Thomas Piketty, il y avait aussi d'autres économistes, et puis des économistes qui sont reconnus dans le monde de l'énergie, comme Alain Grandjean, je ne vais pas les citer tous. Il y avait des historiens de l'énergie, des essayistes, des journalistes comme Laurent Mauduit de Mediapart, des associations, Attac, la Fondation Copernic, les Amis de la Terre, des Gilets jaunes, et puis, ce qui est assez nouveau, une grosse association de consommateurs, la deuxième plus grosse association de consommateurs, c'est la CLCV, qui, ça montre à quel point c'est idéologique. Elle dit, nous, on n'est pas spécialement contre la libéralisation, on n'est pas, je sais pas où ils se classeraient politiquement, s'ils ont un classement politique. Ils disent, on a accompagné certains mouvements de libéralisation, mais là, sur l'électricité, on voit bien que c'est une aberration, et que les usagers y perdent, payent plus cher, ont une moins bonne qualité de service, effectivement se font littéralement agresser par des démarchages qui sont reconnus comme massifs. Et l'association de consommateurs va au-delà. Elle dit, ce ne sont pas des petits phénomènes de certains qui posent problème. Elle dit, c'est intrinsèque au fait que les fournisseurs qui donc ne produisent pas, ne transportent pas, ne distribuent pas, c'est encore pire que les boulangers. Ils ne vont même pas vendre aux clients, c'est fait automatiquement. Ils n'ont pas d'autres moyens de se démarquer que de frauder et de tromper les usagers. Donc cette tribune, elle vise à, en parallèle de la mobilisation des salariés, entraîner le plus de monde possible, parce que c'est une question qui concerne tous les usagers, tous les citoyens, le service public. Il faut vraiment que tout le monde s'en empare. Ça s'adressait à la fois à des pros et à des anti-nucléaires. Bon, on a eu des remarques là-dessus, mais je pense que c'est important de dire que quel que soit le choix qui est fait en termes d'énergie, il faut revenir à un service public. Les problèmes sont les mêmes. Il faut des investissements massifs, de long terme. C'est un service qui techniquement impose un équilibre parfait entre consommation et production sur tout le réseau, donc il ne peut pas être découpé en morceaux, ou alors ça met la pagaille, comme tu as très bien décrit. Et donc c'est important d'aller vers ça. Et puis on a amené tous ces signataires à dire qu'il y a urgence à sortir de la sphère marchande le bien de première nécessité qu'est l'électricité, et à même à leur faire dire, quitte à ne pas appliquer les directives européennes. Et ça, je pense que c'est très important, parce que c'est... Parce que c'est souvent ce qui bloque. On n'a jamais, en fait, on développe un argumentaire. On a mené campagne auprès à la fois du grand public, je dirais, et des médias, mais aussi essayer de faire comprendre les enjeux au monde politique. Et à chaque fois, on a la même réponse. Oui, on est d'accord. Jamais aucun argument technique. On est d'accord, mais c'est l'Europe qui nous l'impose. Donc nous, on commence à en avoir un petit peu aussi ras la casquette, on va le dire, parce que détruire quelque chose au nom d'une entité qui est censée représenter les intérêts des gens, c'est quand même aberrant. Et donc, tous ces signataires s'engagent pour la reconstruction d'un service public de l'énergie. Donc, ça a été décrit largement. Donc, on est absolument d'accord sur tout ce qui a été dit.
ça doit comprendre l'électricité, mais en fait toutes les énergies, puisque on voit bien que pour répondre à la crise, il y a une imbrication il faut réfléchir à quelle énergie, pour quel usage, pour arriver à nouveau se passer de pétrole et de gaz et de charbon. Il faut aussi intégrer la question de la baisse de la consommation dans ce service public. Il faut des investissements publics, donc ça a été dit. Et puis, effectivement, le service public a été, sans conteste, même pour ceux qui ont prôné la libéralisation, une vraie réussite technico-économique. En revanche, il y a des critiques qu'on peut entendre, je pense qu'il faut entendre, sur un problème de démocratie, pas assez de contrôle citoyen, un système trop centralisé. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut engager la réflexion, on essaye de le faire avec tous ceux qui sont pour un service complètement décentralisé aux mains de coopératives, pour essayer d'abord de faire comprendre que les contraintes techniques en matière d'électricité imposent une forme de centralisation et qu'il faut absolument intégrer les citoyens dans les choix, y compris les choix qui relèvent du niveau centralisé, et puis qu'on peut réfléchir à des formes de décentralisation. Et comment intégrer ces salariés? Donc on peut... Je pense qu'il faut définir les objectifs de service public de manière démocratique. Donc on a parlé du tarif, on a parlé de l'accès à l'énergie, on peut parler de qualité de service, mais derrière ça, il y a aussi quel choix énergétique on fait. La matière. Donc, est-ce que là, il y a des scénarios qui arrivent, des scénarios publics qui proposent soit la sortie, pour le faire simple, hein, soit la sortie du nucléaire, soit garder 50% de nucléaire? Eh bien, je pense qu'on peut mener campagne, on peut expliquer aux gens quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Maintenant, on a les billes pour faire ça, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques, en termes écologiques, en termes sociétals, en termes techniques. Et je pense, nous, on pense à Sud Énergie qu'il faut aller vers un choix public via un vote, via une forme de référendum ou des votes sur les scénarios pour que ça soit vraiment un contrôle démocratique. Et ensuite, mettre en place des structures avec des objectifs de service public, des contre-pouvoirs. Les syndicats ont leur rôle à jouer, notamment comme lanceurs d'alerte et pour vérifier que ça se passe bien, mais aussi pour donner leur avis sur l'organisation. Et là, on aura un vrai service public sous contrôle citoyen. Merci Anne. Cette conférence se voulant participative, je demanderai à nos trois invités d'être un petit peu plus concis, peut-être pour les 3 dernières questions ou sur les 3 dernières questions, pour permettre au public de pouvoir poser leurs questions et aux invités d'y répondre, s'il vous plaît. Adrien, contre le projet Hercule, le front politique semblait très uni à l'Assemblée nationale. Les oppositions au projet Hercule partagent-elles toutes les mêmes visions sur l'avenir d'EDF et la bifurcation écologique? C'est pas mal, on va faire des réponses en musique, c'est chouette. Bah non, c'est les concerts qui démarrent donc. Alors, bon, pour répondre à la question, évidemment, on va se dire les choses très franchement. Nous avons des différences, des divergences même parfois de vues sur la question du mix énergétique. Et donc, il vaut mieux, quand on mène une bataille comme celle de savoir quel est le bon modèle pour une entreprise comme EDF, GDF, est-ce que c'est le service public ou est-ce que c'est la concurrence, c'est la privatisation? Et en l'occurrence, quand on mène une bataille comme celle d'Hercule, il vaut mieux mettre à distance les différences d'appréciation sur le mix énergétique et ce qu'on voudrait faire pour la planification écologique, pour avoir pour objectif principal de remettre en cause ce qui a été fait, de revenir à un giron 100% public. Et c'est pourquoi, et on peut l'apprécier, en tout cas c'était vrai dans le front parlementaire que nous avions constitué contre Hercule, malgré nos divergences sur la question du nucléaire, pour ne pas l'éviter, nous étions pile poil en ligne pour lutter contre le projet Hercule et revendiquer un EDF, GDF 100% public. Et je crois que c'est extrêmement précieux parce que le gouvernement est habile, il connaît les divergences de vues de ses opposants sur les questions énergétiques, et donc ils espéraient nous diviser, comme ils espéraient, avec d'autres outils, diviser les syndicats dans la bataille. Donc je crois qu'il faut toujours, à chaque fois que l'occasion se présentera d'une telle bataille, dissocier la question du modèle énergétique de l'objectif, du fait de savoir si oui ou non, ça doit être public et sous contrôle de l'État ou privé ouvert à la concurrence, première chose. Ensuite, bon, moi, je vais me référer avec plaisir pendant tous ces amphis au sondage qui a ouvert la période sur le programme et qui vérifie que les mesures portées dans le programme L'Avenir en commun sont majoritaires.
J'ai noté, comme vous, j'en suis sûr, que dans ce sondage, il est indiqué que 74% des Français sont pour l'objectif de 100% d'énergie renouvelable. C'est notre objectif. Alors évidemment, la question est d'autant plus épineuse en France pour ce qui est de l'électricité, et il faut avoir cette précaution d'usage qui vise à ne pas jeter la pierre à ceux qui, avant nous, ont fait ce choix. Mais la France est tout de même dans une situation toute particulière du point de vue de son modèle énergétique. C'est que nous avons mis quasiment tous nos œufs dans le même panier, en misant tout sur le nucléaire. Ça a permis beaucoup, il ne faut pas se mentir. Si on a eu une énergie aussi bon marché, l'essor industriel français a été largement associé au fait qu'il y avait ce modèle énergétique. Le fait qu'on décide, y compris, de chauffer à l'électricité, etc., etc., tout cela a permis un certain confort en son temps qui a été permis grâce à cette énergie. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un état de fait que la France a un record en termes de réacteurs nucléaires sur son territoire. Donc on ne va pas se mentir, il est faux de considérer qu'on va du matin au soir, en appuyant sur un interrupteur, changer le modèle énergétique français. En revanche, oui, nous avons un double objectif. Le premier, bien sûr, c'est d'en finir avec le carbone, le CO2, et ensuite d'aller vers un modèle 100% énergie renouvelable qui nécessite de planifier, d'organiser, de se donner un objectif. Et oui, il existe, et vous le savez, il y a eu beaucoup de conférences sur le sujet pendant ces amphis, des modèles qui existent et qui prouvent qu'on peut tendre vers le 100% d'énergie renouvelable. Et oui, c'est un objectif que de le faire. Alors, il faut pouvoir en discuter, y compris en discuter au sein de l'entreprise. Parce que les choses sont beaucoup plus ouvertes qu'elles ne l'ont été. Vous avez toujours, et c'est normal, lorsque vous dites dans une entreprise, on va sortir par exemple du nucléaire, si vous dites ça à des énergéticiens ou à des gens qui bossent dans la production nucléaire, la première chose qu'ils voient effectivement, c'est de se dire vous allez atteindre nos emplois. Alors il faut faire de la pédagogie, expliquer et dire d'abord que si on décide de planifier la sortie du nucléaire, il y a des emplois dans le nucléaire pour des générations. Parce que les amis, même démanteler une centrale nucléaire, on n'a jamais terminé de le faire. Et en vérité, on ne sait pas exactement le faire. Donc, ça commence par dire ceci. Oui, comme l'a très bien dit Anne, on doit se fixer cet objectif. Et on doit le faire avec les salariés du nucléaire. On doit le faire avec les salariés de l'entreprise. Et évidemment qu'on le peut et qu'on le pourra d'autant plus que nous serons sous giron public et que nous pourrons réaliser les investissements nécessaires pour faire cette transition. Donc oui, c'est un objectif que nous poursuivons. Et d'ailleurs, je vous dis ça pour conclure, c'est qu'on ne pourra pas faire la transition énergétique et on ne pourra pas aller vers le 100% ENR si nous n'obtenons pas cette première étape qui est un retour sous giron public à 100% d'EDF et de GDF. Virginie, l'un des points clés de la négociation entre le gouvernement et la Commission européenne sur l'avenir d'EDF concerne les enjeux des barrages hydroélectriques. Quels sont les enjeux de cette négociation ? Je vais y revenir, mais juste en France, donc quand on parle d'énergie, on associe souvent la question de l'électricité à l'énergie. Mais l'électricité dans la consommation finale d'énergie en France, c'est 25%. Le reste étant spoté sur les transports, le logement, à quelque chose près, et l'industrie, et l'électricité, les usages d'électricité viennent derrière. Donc la question de la diversification du mix, qui est déjà bas carbone, un des plus bas carbone d'Europe grâce au parc nucléaire et hydroélectrique, peut se poser, mais elle sera coûteuse et peu efficace sur l'empreinte carbone. Après, c'est un choix, effectivement, et un débat ouvert. Mais nous partageons déjà quand même cette analyse, puisque ce sont des données d'entrée, ça. 25% le mix électrique et peu d'efficacité, quoi que soit la diversification du mix, voire même une dégradation sur les effets de lutte contre le réchauffement climatique, qui est pour nous une priorité aussi à la CGT. Et une autre priorité, c'est effectivement la sortie des énergies fossiles, alors à une échéance plus ou moins rapprochée en fonction des ruptures technologiques, parce que c'est ça aussi qui est l'enjeu, c'est la recherche, mais c'est aussi de pouvoir la développer à un format industriel, et un format industriel, ça induit un coût accessible pour les usagers.
Donc c'est un débat bien évidemment ouvert, mais partageons quand même ces données d'entrée-là et préservons aussi la fin du mois. N'opposons pas la fin du monde à la fin du mois parce que c'est aussi essentiel dans nos esprits et dans notre programme, qu'il soit politique mais aussi syndical, puisqu'on voit bien le champ syndical. Nous portons un projet pour les salariés, pour son entreprise, mais pas du tout en opposition avec les évolutions, qu'elles soient sociales ou environnementales pour notre société. Et on cherche aussi, au travers, par exemple, de projets novateurs, on parlait tout à l'heure du projet de la centrale de Cordormier, Ecocombust, par exemple, qui permettrait d'utiliser des déchets de base bois pour faire de l'électricité. On porte aussi ce projet-là, et pourtant, il a été écarté encore une fois par la direction de l'entreprise. Donc, nous savons aussi nous rassembler sur ce type-là de projet, mais partageons les données d'entrée. Moi, je vais revenir sur les concessions hydrauliques, puisque ce sujet-là était bien antérieur à Hercule. La mise en demeure, alors ce qu'on appelle la mise en demeure par la Commission européenne, visait en fait à ce que l'opérateur du service public, EDF, qui soi-disant détient les quasi-monopoles, je fais court parce que c'est pas tout à fait ça en France, sur les concessions hydrauliques, perdent une partie de ces concessions qu'il exploite et plutôt de bonne façon depuis plusieurs décennies. Toujours le principe de la concurrence libre et non faussée au niveau de l'Europe. Depuis, les investissements dans l'hydraulique sont bloqués. Il faut savoir, depuis cette mise en demeure, nous, on porte aussi des projets type STEP. Donc, STEP, c'est station de transfert d'énergie par pompage qui permet de stocker l'électricité, qui est un élément clé de la diversification du mix électrique pour l'avenir, parce que c'est ça l'élément qui va pouvoir déclencher ou pas le fait de pouvoir stocker de l'électricité, puisque pour l'instant, nous avons besoin pour le réseau de soutenir le réseau au travers de moyens pilotables d'électricité, et que sont les parcs nucléaires, hydrauliques, mais aussi thermiques, c'est essentiel. Donc, nous sommes donc en attente du règlement de ce contentieux. Si EDF n'avait pas changé de statut en 2004, nous étions à un EPIC, le fameux EPIC que je vous disais tout à l'heure, cette épée de Damoclès ne serait plus au-dessus de nos têtes. Donc c'est un nouveau point d'appui pour revendiquer la structuration par EPIC. Donc la CGT, bien sûr, elle s'est mobilisée de longue date sur ce dossier, car si ce projet n'a jamais abouti aussi, c'est que la question des multi-usages de l'eau est essentielle. L'eau, vous le savez aussi bien que moi, elle peut produire de l'électricité, mais avant tout, elle permet aussi l'irrigation du sol, l'étiage, l'enneigement artificiel, la complémentarité aussi entre les moyens de production. Et aussi, je pense que c'est un élément que je mets aussi au débat, dans la biodiversité, ça permet de préserver la biodiversité dans nos territoires et que nos territoires s'approprie aussi la motrice de ses choix. Alors dans la biodiversité, bien sûr, il y a les passes à poissons, mais il n'y a pas que ça dans la gestion de l'eau. Donc c'est très large. Donc, et cette question n'a pas été traitée dans le cadre d'Hercule. On a plutôt les directions ont plutôt travaillé sur l'idée d'une filialisation et d'une mise en quasi-régie qui reprenait simplement la partie préservation de la production d'électricité. Bon. Je fais court, mais ça a été dit, ce sont les interfaces, ce sont les contractualisations entre les parcs de production, entre les filiales, qui induisent des coûts supplémentaires et donc un fonctionnement complexifié. Et donc la situation actuelle, au moins la situation de statu quo, ne permet pas d'engager sereinement l'avenir. Donc la situation, elle n'est pas tenable. Donc il faut passer outre cette mise en demeure concernant les concessions hydroélectriques pour que l'eau soit affichée comme un bien de première nécessité, placée au-dessus, y compris des questions d'intérêt particulier, pour que ce soit l'intérêt général qui prime. Donc la question de des concessions hydrauliques est un point clé aujourd'hui pour l'avenir du secteur énergétique. Je fais court. Une fois que j'ai dit ça, j'en reviens vraiment à ce qui m'anime aujourd'hui. C'est la pierre angulaire de notre édifice, c'est la question de la maîtrise publique. 100% public, mais c'est comment dans cette dynamique-là, donc salariés qui sont les premiers de cordée, qui sont en alerte dans les entreprises, les élus,
notamment j'insiste sur territoriaux, parce que c'est avec eux aujourd'hui qu'on travaille beaucoup et qui ont beaucoup d'attentes aussi, hein, parce que c'est beaucoup de responsabilité d'être élus territoriaux aujourd'hui, et citoyens, on crée des conditions d'une maîtrise publique du secteur et placer sous contrôle citoyen, effectivement, l'ensemble du secteur. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que je vais laisser la place après à d'autres questions. Dernière question avant de passer aux questions du public. Anne de Bregjas, les factures d'énergie ont beaucoup augmenté ces dernières années. Comment peut-on assurer la bifurcation écologique tout en maintenant un niveau de vie bas pour les usagers? Oui, je pense que Adrien est déjà revenu là-dessus. On est revenu à... Donc je vais faire rapide, hein. Il faut effectivement garantir l'accès à tous de l'énergie. Ça ne veut pas dire que l'énergie, ça va être quelque chose de rare. Il va falloir l'économiser. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que les prix soient bas pour tous les usages et pour tout le monde. Il faut garantir par la gratuité des premiers usages, nous ce qu'on demande depuis longtemps, hein, l'accès à tous. Et puis, effectivement, faire plus payer les usages plus importants. Mais il faut aussi essayer de produire le moins cher possible à qualité écologique équivalente. Or, quand on a ouvert le marché, quand on a fait apparaître une cinquantaine, voire une centaine de fournisseurs qui ne font rien que mettre du bruit dans le système, quand on a changé les échanges internes, parce que pour maintenir l'équilibre en temps réel du réseau, vous imaginez bien qu'il faut sans arrêt un échange entre les responsables du réseau et les centrales. Ça se faisait de manière naturelle. Maintenant, tout est contractualisé, donc beaucoup de coûts là-dessus. Ça revient beaucoup, beaucoup plus cher. Quelque chose qui a énormément augmenté les coûts aussi, c'est le recours à l'investissement privé, ce qu'on essaye de faire, de nous pousser à aller vers ça, quoi. La Cour des comptes anglaise donne un chiffre, ou deux chiffres. Elle disait pour la centrale nucléaire qui va être développée donc, en Angleterre, Hinkley Point, si on arrive à investir avec un investisseur qui demande un retour de 2%, qui demande à être rémunéré à 2% sur son investissement, ça va coûter 30 € du mégawattheure. Si c'est 9%, ce que demandent des investisseurs privés régulièrement, on passe à 100 € du mégawattheure. Donc c'est un critère, mais énorme. Et on a fait des simulations, ça va de l'ordre du simple au double, rien que sur cette question-là, si on finance par le public ou par le privé. Donc c'est vraiment, on va augmenter énormément les coûts du système en privatisant, donc en désoptimisant bien sûr, parce qu'on ne déclenche pas les centrales au bon moment, en dupliquant des fonctions, chacun maintenant fait sa propre prévision météo, donc de consommation d'électricité, chacun fait sa propre facturation, puis refacture aux voisins. Enfin, on a mis toute une activité financière et commerciale complètement inutile qui augmente les coûts. Donc si on veut de l'électricité la moins chère possible, sachant qu'elle sera quand même chère, il faut revenir sur ça. Et juste, je voulais vous dire un mot sur ce qui s'est passé avec le tarif réglementé. Donc le tarif réglementé, le tarif bleu, je pense que tout le monde connaît. Hein. Avant, tout le monde réglait ça et c'était calculé pour couvrir les coûts de production. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. L'objectif du tarif réglementé, c'est ce qu'on appelle un objectif de contestabilité. Donc c'est écrit dans la loi. Il faut que le tarif réglementé soit suffisamment haut pour permettre à des fournisseurs, donc qui ne font rien, de proposer une offre moins chère. Même l'autorité de la concurrence a dit, mais enfin, on n'a jamais vu ça nulle part. Et donc, on a indexé ça sur un prix de marché de l'électricité qui fait absolument n'importe quoi, qui ne reflète pas les coûts de production. Et c'est pour ça qu'on a eu des très fortes augmentations par le passé. Donc, les 60% d'augmentation depuis 2007, bon, bien sûr, ce n'est pas lié qu'à l'ouverture des marchés. Il a fallu investir dans les énergies renouvelables, réinvestir, mais c'est en tout cas en partie lié uniquement à des questions de privatisation. L'heure avançant, nous avons la possibilité de répondre à 3 questions. Si vous pouvez approcher, s'il vous plaît, parce que nous avons un problème de micro, si ça ne vous dérange pas. Alors, 3 questions et nos invités vous répondront soit à tour de rôle, soit celui qui souhaite y répondre. Oui, bonjour. Merci pour ce débat. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis agent EDF. Je travaille dans les activités sociales.
c'est le CE, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les activités sociales, c'est le CE des agents EDF. Et puis, je suis syndiquée CGT. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est d'abord parce que je voudrais parler de mes collègues de la centrale de Gardanne. Ils sont là? Non. Ah, bon, Tricastin. Non, là, je parle des copains de Gardanne. Ces copains, bon, d'abord le statut, le statut des agents, normalement, nous protégeait de licenciement, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque 100 copains à Gardanne viennent de recevoir leur lettre de licenciement. Donc voilà, je pense à eux et je pense que je ne sais pas comment on va continuer à les aider. On est là, on les soutient, mais il faut absolument qu'on soit unis pour aider ses camarades. Ensuite, là où je voulais en venir, c'est aussi par rapport à la précarité. La question. Alors, je vais faire vite. On a parlé de précarité, c'est Virginie qui évoquait donc ceux qui n'ont pas les moyens de payer leurs factures. Avant, il y avait les Robins des Bois qui allaient remettaient ceux qui étaient coupés. Maintenant, avec les compteurs Linky, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Puisque maintenant, les compteurs Linky permettent de couper sans aller sur place. Et ma troisième question, c'est parce que je me dispute avec pas mal de camarades chez moi, évidemment, par rapport à la question du nucléaire et par rapport à, évidemment, donc la position de la France insoumise. Voilà, donc je suis venue chercher des arguments, j'en ai entendu, merci pour ça, mais c'est très compliqué quand on est sur place pour défendre ça. Alors, je voulais juste signaler l'excellent documentaire qui s'appelle « Barrages sous haute tension » qui expose très clairement les dangers de la privatisation des barrages. Ma question, que pensez-vous des réacteurs thorium sel fondu et est-ce que ça peut prendre le relais de la filière uranium? Qui souhaite répondre? Anne, troisième question, effectivement. Et après... Bonjour, Gilles, moi je suis salarié sous-traitant de la filière nucléaire depuis 33 ans et j'aimerais savoir, Adrien a parlé du statut des IEG qui date de 1946. Dans ce statut, il est écrit dans son article 4 que tout salarié permanent sur une installation d'EDF doit bénéficier du statut des IEG. Qu'est-ce que les syndicats comptent faire? Pourquoi est-ce que les syndicats n'appellent pas leurs élus aussi dans les entreprises sous-traitantes pour se mobiliser? Parce que Bruxelles va revenir à la charge. Par contre, avec des sous-traitants à nos côtés pour défendre EDF et le service public, je pense qu'on ne peut que gagner. Parce que les sous-traitants, nous sommes de plus en plus nombreux. Nos conditions de travail se dégradent à tour de bras. Le dumping social, on voit bien que ça fait un ravage. Donc, il faudrait que ce statut soit vraiment une bonne fois pour toutes appliqué. C'est la loi, ça date de 1946. Anne. Oui, alors je vais dire un mot sur le mix énergétique. Est-ce qu'on sort ou pas du nucléaire? Enfin, il y a aujourd'hui à nouveau des scénarios qui sont sur la table. Alors, il y a des associations qui l'ont fait de longue date. Les premiers à avoir fait ça, c'est Negawatt, qui disait qu'il y avait depuis 2003, qui disent qu'il y a des scénarios qui permettent de sortir du nucléaire. Aujourd'hui, il y a des scénarios publics de RTE, donc filiale d'EDF, bien que très indépendante, mais en tout cas, qui dit qu'il est possible de sortir du nucléaire sous certaines conditions. Donc, ils ont décrit des scénarios de manière très détaillée et il est possible de rester dans le nucléaire. Ils disent, voilà, donc ils proposent 2 paquets de scénarios, un avec et un sans, en disant, voilà les conséquences à nouveau en matière économique, voilà qu'est-ce que ça va poser comme problème d'accès aux terres rares, aux métaux, ou voilà les problèmes que ça va poser sur l'acceptabilité. Et là,
on a les moyens de dire, maintenant c'est un choix politique. C'est un choix politique. Est-ce qu'on préfère le risque d'accident, les problèmes de déchets? Est-ce qu'on préfère les problèmes liés au fait qu'on aura des éoliennes sur nos côtes éventuellement et des panneaux photovoltaïques? À chacun de se décider. Moi, j'ai ma propre opinion. Je pense que c'est pas aux syndicats de choisir pour tout le monde. C'est vraiment une décision démocratique. Enfin bon, je vais vous dire à titre personnel, moi, je pense qu'on peut en sortir maintenant. Ça veut dire qu'il faut aussi passer par des problèmes d'équilibre, effectivement, au moment où les éoliennes ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'on va produire de l'hydrogène pour égaliser, pour produire au moment où il n'y aura ni éolienne ni solaire. Voilà. Et donc, je pense que là-dessus, il y a eu une large concertation autour de ces scénarios. Chacun a pu réagir. Il y a eu 4000 contributions, donc des ONG qui sont pour la sortie du nucléaire à des syndicats, y compris tous les syndicats d'EDF, Total, etc. Donc la concertation a été assez large. Moi, le risque que je vois, c'est que si on ne fait rien, eh ben, ça va être une décision qui va venir du haut et qui va dire c'est ce scénario qu'on adopte et pas autre chose. Et juste un mot sur les sous-traitants. Effectivement, c'est un sujet absolument essentiel. Ils font du travail, enfin, ils font 80% de la maintenance de nos centrales. Ils sont dans des conditions qui devraient être les mêmes que celles des salariés d'EDF. Enfin, au-delà de ça, je pense qu'il faudrait réinternaliser toute cette sous-traitance, puisqu'ils ne travaillent que pour EDF. Mais en tout cas, au moins, nous, on se bat à Sud Énergie pour faire en sorte qu'ils aient le même statut que tout le monde et qu'on ne fasse pas de la moins-disance sociale sur leur dos. Ouais, mais on n'a plus beaucoup de temps, en fait. On n'a plus le temps, camarades. Excuse-nous. Bon, je vais essayer de répondre aussi aux questions. 293, c'est même pas exact. Parce qu'une éolienne terrestre, c'est un pic d'activité, tu l'as entre 35 et 40%. Et donc, le 19 janvier, quand il fait froid et qu'on est sur une position d'anticyclone et qu'on est en vague de froid, c'est très compliqué d'avoir l'électricité si tu n'as pas des moyens pilotables. Donc, sur les centrales charbon, mesurons que la centrale du Havre, elle a fonctionné tout l'hiver. C'est celle qui s'est arrêtée au mois de mars parce que le réseau, on n'arrivait pas à le faire fonctionner et qu'il y a des réseaux entières qui sont en difficulté d'approvisionnement, notamment à la Bretagne et PACA. Pour partie aussi. Donc, c'est la question de l'avenir de la centrale de Gardanne qui est posée. Donc, bien évidemment que la CGT, nous sommes au-delà d'être solidaires. Nous appelons à une mobilisation autour du PSE, donc du plan solidaire de l'emploi, sur Gaz et Énergie, donc Uniper, la centrale de Gardanne. J'ai cité Cordemais. La centrale de Gardanne, les travailleurs ont monté une association, ils portent 5 projets alternatifs à la centrale de Gardanne, avec la gazification, avec, captage du CO2, je ne vais pas tous les citer, mais on a des propositions et comment on est entendu aujourd'hui, c'est grâce aussi en les faisant connaître, comme aujourd'hui, mais aussi en interpellant l'État, et qu'enfin, les subventions publiques qui sont données pour des projets qui ne sont pas forcément utiles, elles soient bien correctement fléchées. Et ça, nous appelons à ce contrôle dans les entreprises, que les subventions, elles sont données aussi en bon escient. Alors, vous avez eu trop de questions et beaucoup qui tournaient autour du mix. Et évidemment, il y a la question du coût. On en a parlé, la diversification du mix électrique. On parle que des 25% sur la consommation finale. Forcément, elle aura un coût, c'est décrit, mais aussi l'acceptabilité. La question au-delà des éoliennes, pour avoir un 100% de renouvelable, c'est des pylônes de RTE et de distribution à peu près dans tout le pays, parce que les points d'injonction vont se multiplier. Est-ce qu'on est prêt aussi à accepter ça? Mais c'est un débat, et effectivement, c'est pas aux syndicats, mais les syndicats doivent éclairer le débat de manière, j'allais dire, pas le plus apaisé, le plus objectif possible.
Parce que c'est ça qui est l'enjeu pour les générations futures. Et je disais une chose à mes collègues, qu'il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied, il ne faut pas non plus se couper de l'existant en engageant des pronostics qui se feront ou pas. Mais créons les conditions pour que l'avenir soit, que les conditions soient créées pour travailler à ces ruptures technologiques. C'est ça, créons les conditions pour que les jeunes puissent disposer de ces choix au moment où ils se poseront. Nous ne comprenons rien. Alors, pour le thorium, je te répondrai après. C'est avant tout la question de la structuration des chaînes du combustible qui se pose. Et ça, même parce que le thorium, c'est très abondant, on en trouve à peu près partout. C'est comment ces chaînes de combustible, et ça coûte des milliards, pourraient se développer derrière. Voilà. Bon, les amis, vous l'aurez compris, le débat portait sur EDF, GDF 100% public. Pour autant, et c'est bien d'ailleurs, même si ce n'était pas le lieu du débat, mais c'est bien que la discussion existe, vous l'aurez compris. Nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire avec le mix énergétique. En revanche, ce que je disais à l'instant, et je l'ai remarqué d'ailleurs dans les mobilisations contre Hercule, c'est que le débat est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup moins épidermique qu'avant, où on avait le sentiment que dès qu'on s'autorisait le droit de réfléchir à ce que nous allions faire, à le décider démocratiquement et politiquement, on avait l'impression tout de suite de faire affront à des personnes qui peut-être parfois songeaient simplement au fait qu'en réfléchissant de cette manière, on mettait en cause leur emploi. Ça n'est plus le sujet. Et je crois que, y compris dans les IEG, on le comprend de plus en plus. Et donc le débat est ouvert. On pourrait reprendre 1h30 pour débattre ensemble du mix énergétique, s'opposer les arguments, y compris économiques, de souveraineté, tous les autres arguments. Il y en a. Et on pourrait faire ce débat, et pourquoi pas, on le fera. En attendant, moi je vous le dis, notre objectif à la France Insoumise, réaffiché, c'est d'aller vers un modèle 100% renouvelable, et donc de sortir et du CO2 et du nucléaire. C'est un objectif. Et une fois que j'ai dit cela, je dis bien qu'il faut en créer les conditions, que ça se planifie, que ça s'organise, et que ça créera beaucoup plus d'emplois, y compris sur le long terme, et qu'il n'y a pas de difficulté à le planifier, à l'organiser dans la durée. Et qu'y compris, mes amis, vous voyez une chose, c'est qu'on est dans une situation particulière compte tenu que la France a décidé essentiellement de tout miser sur le nucléaire, mais que petit à petit, si vous intégrez l'ensemble des coûts, y compris les coûts concernant un éventuel démantèlement, vous voyez bien que plus on avance, plus il y a un croisement des courbes qui s'opère sur les coûts entre l'énergie renouvelable ou d'autres types d'énergie. Donc ce débat, on doit l'avoir, et j'espère qu'on pourra l'avoir, y compris avec les plus impliqués, de manière apaisée, tranquille, parce que c'est une décision en effet démocratique qu'il faut prendre, parce qu'en toute hypothèse, et ce sera le mot de la fin pour ce qui me concerne, nous ne connaissons qu'un seul souverain, c'est le peuple. Si le peuple confirme qu'il est, comme 74% des Français le déclarent dans ce sondage, pour l'objectif de 100% renouvelable, eh ben, comme d'habitude, on se retroussera les manches et on fera ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et en effet, bien des scénarios montrent que cela est possible. Merci à toutes et tous, en tout cas, pour ce débat qui était intéressant. Vous l'aurez bien compris, le débat n'est pas clos. Bien sûr. Par contre, nous avons, au niveau du timing, respecté le timing. Et ça, c'est un exploit parce qu'avec nos 3 invités bien bavards et avec des choses très intéressantes à dire, il est 19h01. Donc, on peut les applaudir très fort. Merci. Donc, comme je vous le disais, cette conférence s'achève. Merci à nos invités et merci à toutes et tous d'y avoir participé.